Oui, non mais c'est... Ouais, surtout qu'on ne va pas faire une conférence sur style au mouvement, même si on pourrait. Allez, ok. Style au mouvement. Je te laisserai commencer, Jean, ça te dérange pas? Comment? Je te laisse commencer? Si tu veux. C'est sa faute, hein, si on fait un chose. C'est lui qui en a parlé. Bah oui. Attends, mais moi aussi j'avais pris des notes de séquence. Alors, moi, à la place de mouvement, je mettrais pour l'instant technique. C'est-à-dire, il y a le style et la technique. Par exemple, si on prend en danse le travail de Graham, on parle de technique Graham. Si on parle en danse moderne aussi aux États-Unis, si on parle de Doris Humphrey, on parle de style. Et alors là, après, on va avec Limon, mais on parle plus de style Humphrey ou de style Limon. Voilà. Si je prends le mot mouvement, pour moi, le mot mouvement, il a deux orientations différentes. Il y a les mouvements. On pourrait parler par exemple du suprématisme, du cubisme, de l'impressionnisme, de l'expressionnisme. Il y a tous les mots en isme qui viennent et qui nous parlent. Il y a des mouvements. Et puis il y a le mouvement qui est lié à la danse. Et là, le mouvement, lui, en danse, il est lié, il est d'ordre abstrait. Même s'il il passe par un événement qui est l'événement corps-esprit dans la personne qui est en train de danser, le mouvement, il est d'ordre abstrait. C'est-à-dire, c'est pas forcément que quelque chose qui est compréhensible, un peu comme dans certains éléments de danse classique, où il y a des codes qui sont prévus et où tout le monde sait que ça correspond à telle chose. Voilà, moi c'est ce que j'aurais à dire sur ces éléments-là. Le style au mouvement. Moi, ça me fait penser à... j'ai rejoint Jean dans le sens de la technique. Et par exemple, une chose qui m'intéresse beaucoup chez Valeska, c'est la technique du montage. On l'appelle comme ça, il y a certaines chercheuses qui l'appellent comme ça, qui du coup ça veut dire qu'elle va faire plusieurs types de montages en même temps. Un montage dans son propre corps, entre sensations imaginaires, un montage dans l'adresse du public, et un montage entre l'espace et les spectateurs. Et du coup, il y a plusieurs choses qui se jouent ensemble. Et donc, je dirais ça par rapport à la technique. Refaire ou réinventer? Refaire et réinventer. Et je dirais les deux, parce que c'est toujours un rapport à l'archive qui est d'une première... Je te laisse commencer parce que je veux ordonner ma Dans la pensée. notion de refaire, il y a, on pourrait dire, il y a la notion de mimétisme ou de copie. Dans le réinventer, il y a un événement qui est, même si je vois ce que l'autre fait, je le prends, mais en le réinventant, je l'investis. J'investis la forme et à ce moment-là, la forme se laisse inventer à nouveau. Et puis, il y a un autre mot, moi, qui me vient entre refaire, réinventer, il y a le mot recréer. Et dans le mot recréer, là aussi, par exemple, si on prend avec la band notation, si on repart sur un répertoire et que on va réinventer, mais si on veut réinventer, il faut aussi recréer. C'est-à-dire, il faut donner la forme à la personne qui est là présente et il faut qu'elle l'adapte à elle-même. Et en l'adaptant à elle-même, elle recrée la forme. Donc, et ça la revivifie aussi, cette forme. Par contre, il faut aussi, à ce moment-là, avoir l'intention première qui a été à l'origine du mouvement. C'est-à-dire, si la personne qui a créé ça a laissé des informations d'intention du mouvement qui est donné, c'est important d'avoir cette intention, même si elle est légèrement transformée par la nouvelle personne qui prend ce vêtement et qui en fait son vêtement à lui, sa peau.
Du coup, tu dirais plutôt les deux, refaire et réinventer. Moi aussi. Moi aussi, je pense qu'on reprend, on part d'une étude, on part à la recherche de quelque chose, d'une origine, comme tu le nommes, ou d'une archive, ou des mots, ou de... Et après, on est obligé, je dirais, à apprendre la propre subjectivité et réinventer, c'est réapproprier, rendre cher, en fait, rendre dense. Incarner, comme Incarner. tu dis, rendre cher, tout à fait. Incarner. Et c'est vrai que les deux, s'il n'y a que le refaire, ça va être de la copie. Oui. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que il faut que le refaire et le réinventer existent en même temps. Oui. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Oui, c'est les deux ensemble, sauf que, et après, c'est bon, on pourrait rentrer dans un long débat, mais on va dire les deux, moi aussi. Alors moi je dirais concret et abstrait. Moi aussi. Oui, concret et abstrait, ouais. Elles vont pas, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais ça. Et dans le concret, il y a montrer une forme qui se suffit à elle-même. Dans le concret. Il y a un moment, on peut voir par exemple une sculpture, elle se suffit à elle-même parce qu'elle exprime ce qu'elle a dans sa matière même. Oui. Et puis l'abstrait, c'est trouver la force dans l'acte initial, c'est être en questionnement. C'est-à-dire, il y a, dans la notion d'abstrait, il n'y a pas quelque chose qui est figé, qui est arrêté, c'est quelque chose qui est complètement ouvert. Ramasser pour disperser, je dirais. Parce qu'on peut pas, pareil, je ne peux pas choisir. Je pense qu'il y a toujours un mouvement, c'est qu'on disait tout à l'heure pendant qu'on dansait, il y a tout le temps une organisation corporelle qui se met en route lorsqu'on danse, qu'il y a plusieurs choses en même temps. Donc je dirais que les disperser, ça ne vient pas sans le ramasser avant. Alors pour moi, c'est la notion des deux est évidente, c'est-à-dire c'est l'un et l'autre en même temps, parce que c'est un passage d'un mouvement à l'autre. Donc on peut aller de la dispersion au ramassé ou inversement, du ramassé au dispersé. Ça se répond, ça s'amplifie, ça se résout, ça se développe. Et il y a un autre mot qui me vient à partir de ramasser et disperser, parce que ça, ce sont des verbes d'action. Mais il y a, on pourrait parler de diffusion et de centration. C'est-à-dire comment, en partant du centre, on va vers la périphérie, ou bien de la périphérie, on revient vers le centre. Et c'est toujours un mouvement qui va de l'un à l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Moi, je partirais sur la notion de raconter, c'est nommer ce qui est réel. C'est-à-dire, je raconte quelque chose et je peux m'y référer, je peux avoir une conscience très précise de ce qui est raconté, c'est nommé. Le sens est en adéquation avec la forme. Oui. Et tout le monde peut voir à ce moment-là la même chose. Et puis il y a évoqué, là on est dans un autre univers, c'est-à-dire on suggère, on laisse surgir, et je trouve que dans évoquer, il y a la notion de polysémie. C'est-à-dire il y a une sorte de palette qui peut s'élargir à l'infini. Oui. Donc tu dirais raconter et évoquer. Les deux. Ah, les deux peuvent exister. C'est-à-dire, ça peut être l'expression de quelque chose, bien sûr. Et il y a des choses qui seront plus, enfin je dirais, plus tangibles pour l'ensemble des gens. Parce que quand on va au spectacle, souvent les gens sortent d'un spectacle, ils disent « j'ai rien compris ». Mais en même temps, on peut leur demander « est-ce que vous avez senti quelque chose ?» Et je crois que la sensation, pour eux, souvent, n'a pas été éveillée. Donc, c'est pas la nommer. Ils ne peuvent pas nommer les choses parce qu'ils n'ont pas senti. Par contre, ils veulent comprendre. Et je crois que là, en évoquant, l'évocation, ça permet de libérer cette notion de simplement de figer les choses. Mais les deux sont nécessaires. Ouais.
Et à moi, raconter, ça me fait une flèche directe à l'imaginaire aussi. Ah oui. De dire que par le récit de l'imaginaire, on peut aussi nommer des choses qui sont invisibles, concrètes aux yeux, mais du coup de donner des mots à travers donner des mots aux sensations, je dirais ça. Et là, après, il y a une chose qui est importante, c'est que chacun des personnes concernées, parce que dans raconter, il y a quelqu'un qui raconte et quelqu'un qui reçoit ce qui est raconté, et chacun participe de l'endroit où il est à la créativité. C'est-à-dire que celui qui reçoit, il crée aussi le monde qui lui est donné. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un échange, et entre un danseur ou un créateur et puis quelqu'un qui est là pour recevoir cette création, il y a une alchimie qui se crée. C'est intéressant que dans ces deux mots racontés, évoqués, tu t'amènes tout de suite les points de vue de spectateur. Et c'est très fondamental comme circulation, en fait. On ne peut pas avoir de récit s'il n'y a pas une personne qui regarde. Et oui. Oui, complètement. Les deux, liquide et solide. Liquide, solide, gazeux et tout. Minéral aussi. Oui. Tout. Terre. Oui. Pour moi, c'est passer d'un état à un autre état. C'est entrer dans l'alternance du mouvement. Donc, automatiquement, c'est toucher à la tonicité musculaire. Oui. Et en particulier, ne pas figer. C'est le passage de l'un à l'autre. Si je fais ou l'un ou l'autre, je fige les choses. Si je suis solide, je suis solide. Si je suis liquide, je suis liquide. Mais en réalité, c'est le passage de l'un à l'autre qui fait qu'il y a la vie qui existe. On va dire entre. Entre l'un et l'autre. Ouais. Entre l'un et l'autre, Ouais. tout à fait, oui. J'ai envie de dire que je suis jamais seule. En fait, même si c'est un solo, on n'est jamais seul parce que, par exemple, là, on est habité de toutes les femmes dont on a parlé. On est accompagné du public. Et il y a l'imaginaire qui est peuplé des présences. Donc, je dirais solo, oui, mais pas que. Moi, dans ce que j'ai noté, je me suis noté, solo ou pas, je dirais, ce n'est pas une alternative. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire, si je veux exprimer ça dans un solo, ça s'impose à moi. Donc, c'est vraiment de l'ordre, c'est le sentiment impérieux d'une projection de l'œuvre intérieure. Pour moi, le solo, oui. La nécessité d'exprimer d'une manière identitaire. C'est-à-dire quelque chose qui est... dans le solo, il y a donner, se donner, avec ou sans public d'ailleurs, parce que chez Wigman comme chez Karine, à un moment, il nous disait, on s'en fout du public. Ce qui est important, c'est ce que j'ai à dire. Et je le dirai, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et comme on dit en ce moment, quoi qu'il en coûte. C'est drôle, ça me vient une partition qu'on danse aussi, c'est de Joséphine Baker, on se fait, mais qu'elle dit quand je danse, oui. Je ne regarde personne, même pas les rois. Ça, c'est très... Mais je pense que des danseuses comme Valeska Gert, Doreyer, elles ont dansé, qu'il y ait public ou pas public, elles dansaient, elles y allaient. Même s'il n'y avait qu'une personne dans la salle, elles y allaient. C'est-à-dire, c'était... il faut... c'est essentiel, c'est une nécessité. Alors là, on revient sur tout ce qui a trait à l'expressionnisme. C'est-à-dire la nécessité intérieure qui fait que je vais y aller, quoi qu'il arrive. Les deux, danse et théâtre. Moi, la première chose, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, quelle différence y a-t-il entre les deux ? Oui. Parce que je peux dire danse théâtrale, je peux parler de théâtre dansé. Et là, j'ouvrirai le débat, jusqu'à pouvoir dire, l'art de la scène, c'est de mettre en évidence quelque chose. C'est de poser un point de vue. C'est de partager une sensation et de cheminer ensemble
sur le chemin de la création. Mais dans ce que tu m'as appris tout à l'heure, dans ce que tu m'as confié tout à l'heure, ce travail sur Valeska que tu m'as transmis légèrement, pour moi, là, on est ni dans la danse ni dans le théâtre, on est dans l'être qui propose quelque chose. Alors ça se fait sur une scène, mais ça pourrait se faire ailleurs. Oui. Après, il y a toutes ces conventions. Est-ce que la danse a besoin de conventions? Après, on peut faire le choix de la convention. Mais ça, c'est un choix. Ouais. Et puis, on peut faire le choix de ailleurs. Moi, je reste dans l'ailleurs. Expressif. Et en même temps, l'expression, elle ne vient pas en sentiment. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu entre l'un et l'autre. Mais sentimental, ça peut être un côté un peu péjoratif, mais moi, le sentimental, je le lie à la sensation et du coup à l'expression. Pour moi, la réaction immédiate, c'est l'expressif. C'est-à-dire, c'est rendre visible l'invisible, c'est extraire de soi l'essentiel. Pour moi, le sentimental est à bannir. C'est-à-dire que parce qu'il est réducteur de quelque chose. Après, le sentiment, c'est autre chose. Exactement. Le sentimental, non. La sensibilité ou le sensible, c'est encore autre chose. Oui. Pour moi, le sentimental, c'est une vision cloisonnée et appauvrie de la sensation. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, moi, je m'étais mis comme phrase sur il faut chercher le sensible comme une résonance qui démultiplie les points de vue. Et c'est à toi cette phrase? Oui. Elle est belle. Oh, merci. Tout, angle, courbe, carré, tout type de forme possible. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Pour moi, c'est un passage incessant de l'un à l'autre, d'une qualité à une autre qualité. Un passage qui enrichit les éléments en explorant des univers qui s'opposent et se complètent. Et il ne peut pas y avoir de carré sans rond. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure dans le carré magique. C'est-à-dire comment la courbe est intégrée et en plus sur un travail ternaire. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir que, par exemple, dans le carré magique, on pourrait le travailler en binaire et ça amènerait une autre qualité. Alors ça, c'est encore un autre travail. Chose, ouais. Mais en fait, tout est dans l'angle de la courbe, tout est à l'intérieur. Je dirais plutôt, c'est une forme spirale, c'est infini. Oui. Une ligne devient courbe, une courbe devient ligne, tout se transforme. En fait. Oui. Et c'est à travers cette expérience entre les deux qu'on peut trouver le sens du rythme. Le rythme a besoin de choses qui s'opposent, qui se contrastent, mais parce qu'elles dialoguent entre elles. Oui. Et à travers ça, je dirais, on s'aperçoit qu'entre courbe et angle, il y a la notion d'asymétrie, avec un apostrophe. Parce que l'asymétrie, c'est ce qui tue les choses. Si c'est trop symétrique à un moment, ça se fige. Là, tu nous parles des compositions. Après ça, oui, bien sûr. Oui. Oui. Et alors, pour cette danse-là, tout à l'heure on parlait avec Jean, c'était intéressant parce que cette danse, c'était une danse courte, faite dans des espaces petits, où c'était des petits plateaux, des scènes de cabaret ou autres. Du coup, je dirais, pour cette danse-là, elles peuvent être petits plateaux, mais grandes scènes, pourquoi pas? Enfin, moi, dans mon parcours, je suis plus à l'aise dans un petit plateau. J'ai besoin de quelque chose qui est proche de moi, j'ai besoin
de sentir l'espace qui est là. Après, il m'est arrivé de travailler sur des grandes scènes avec plusieurs personnes, pouvant aller jusqu'à 15 ou 20 personnes. À ce moment-là, il y a besoin d'un espace, c'est-à-dire d'un grand espace qui libère aussi. Donc, dans ma qualité personnelle, moi, j'irais plutôt vers le petit plateau. Mais les deux sont nécessaires. On n'a qu'à voir les grands plateaux de Pina. C'est des. Puis il n'y a pas que Pina. Prenez Bob Wilson avec Le regard du sourd. C'est des choses qui prennent. Et puis cette dimension de la grande scène, c'est aussi quelque chose qui peut faire surgir n'importe quoi. Enfin, dans les deux, on peut faire surgir n'importe quoi. J'avais vu un jeune chorégraphe qui s'appelle Barba, ça m'échappe son prénom, qui a repris les travaux de Wigman. Du coup, il y avait tout un travail de genre, du coup, aussi déplacer les travaux. Et lui, il faisait les solos dans un grand espace. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je trouve que aussi, ces danses qui sont faites pour les petits plateaux puissent aller rencontrer des grands espaces. Les deux. Les deux, parce que regarde, là, on est des corps entourés de papier. Et tout à l'heure, on parlait des cahiers. Du coup, il y a toute une dialectique qui se fait entre les images, les récits, les livres, les poèmes, la danse, à quel moment ça devient danse. Et du coup, par exemple, on est là aujourd'hui aussi parce que toi, tu as une pièce pleine d'archives. Oui. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que... La notion d'archive, c'est le résultat d'un parcours de quelqu'un. Donc, les archives, ça retrace une vie souvent. Donc, les archives ne peuvent exister que si elles ont été d'abord corporelles. C'est-à-dire si elles sont passées par l'étape de ce qui a mûri dans la personne et qui a pris la trace. Moi, je dirais, la chose qui m'a le plus touché au moment du décès de Karine et après, c'est de me retrouver dans son appartement et de voir sa bibliothèque. Parce que sa bibliothèque, c'était des strates, et les strates les plus basses, c'était les premières chorégraphies, avec les bouquins qui correspondaient, les disques qui correspondaient, et elle mettait les choses les unes par-dessus les autres, et les dernières strates, alors il fallait presque un escabeau après, et sur le dernier espace, il y avait la dernière chorégraphie sur laquelle elle avait travaillé et où elle avait compulsé un certain nombre de choses, où elle avait écrit des choses. Et ça, ces strates-là, ça, c'est une vie qui est en jeu. Et ça, je crois que c'est très émouvant de voir comment une vie peut non pas se réduire, mais avoir cet aspect de strates qui se sont entassées les unes sur les autres et qui font qu'à un moment, il y a une œuvre qui existe. Et par moment, est-ce que ça t'arrive de voir ces archives et du coup que parfois entre eux aussi il y a des discussions? Est-ce que ça t'arrive de trouver parfois des moments de sa vie qu'il y a des choses qui se contradisent ou de... Ah oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être contradictoires, mais la vie est contradictoire automatiquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les archives de Karine, maintenant, elles sont à la BNF et elles se trouvent à côté des archives de Jérôme Andrews, de Jacqueline Robinson, et une partie, parce que eux, ils sont encore vivants, des Dupuis. Parce qu'il y a presque la totalité des archives des Dupuis sont à la BNF. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces archives qui retracent toute une époque, c'est-à-dire c'est toute la seconde partie du XXe siècle, maintenant, tout ça, et même au-delà, puisque les Dupuis sont encore vivants, tout ça va se retrouver et peut se correspondre, discuter, échanger. Quelqu'un
peux aller créer des échanges et créer le lien entre ces gens qui ont vécu à la même époque et qui ont fait quelque chose. Pour moi, quand je me suis retrouvé détenteur des archives de Karine, j'ai fait le nécessaire d'abord pour être fidèle à elle, de rassembler tout ce que je pouvais en un même endroit, en un même lieu, pour que rien ne soit dispersé. C'est-à-dire que ça ne se disperse pas, que ce ne soit pas séparé, etc. Donc ça a été mon premier souci. Et après, c'était très lourd. Ça a été très lourd à porter. Parce que il faut pouvoir le conserver, il faut pouvoir être vigilant que ça ne s'abîme pas. Donc le jour où les Dupuis, Françoise m'a dit « mais tu devrais demander à la BNF s'ils acceptent », j'ai demandé à la BNF, ils ont accepté tout de suite, et je dois dire que j'ai été délivré d'un gros poids. Alors en même temps, c'est quelque chose, on se dégage de quelque chose. Il faut accepter de perdre, mais au profit d'autre chose. On ne peut pas éviter la notion de la perte. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, mais s'il y a un travail autour de ces archives, elle doit venir te visiter, alors, discuter. Mais pour toutes les personnes qui sont détenteurs d'archives, il faut qu'une permission est demandée ou une autorisation est demandée pour consulter soit l'archive, soit pour reprendre telle pièce, et puis d'avoir quand même un regard pour que ça ne soit pas détourné de son sens initial, pour pas que ça devienne autre chose. Que ce soit recréé, parce que chez Karine, elle était absolument contre le répertoire. Elle disait, ce qui m'intéresse, si je reprends une pièce, c'est de la recréer, et de la recréer avec des gens nouveaux. Alors il y a des choses qui restent, parce qu'il y a une matière, mais pour elle, le répertoire, c'était une sorte de frigo. Répertoire frigo. C'est beau. Ok. Bah, merci beaucoup. Mais non, merci à toi. Merci à vous. Merci. J'espère que merci à vous. Oui, merci. Messieurs, oui. de votre patience. Bah oui. Derrière vos caméras. Merci Agnès. Oui. J'espère que ça va être que le début. Mais là, vous avez un gros travail de montage maintenant à faire. Parce que là, vous allez rigoler. Entre les bégaiements, entre les moments de... Des pauses. Les pauses, les silences.